Ne vous faites pas avoir, ce ne sont absolument pas des cryptos. Le Venezuela avait l'année dernière interdit l'utilisation des cryptos à sa population. Bitcoin, c'est aussi transparence et neutralité. Le protocole Bitcoin est open source et les règles sont connues de tous. Cette même traçabilité peut se transformer en un instrument de surveillance. Les monnaies numériques de banque centrale menacent vos libertés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet majeur qui fait de plus en plus parler de lui. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC ou CBDC en anglais. C'est un projet qui prend aujourd'hui énormément d'ampleur partout dans le monde. Les gouvernements et les banques centrales nous expliquent qu'il s'agirait de rendre la monnaie plus moderne et plus efficace. En réalité, c'est un puissant outil de contrôle qui menace nos libertés individuelles et notre souveraineté financière. Dans cette vidéo, nous allons donc expliquer ce que sont les MNBC et pourquoi elles suscitent autant de controverses. On va mettre en lumière les dangers concrets, censure, contrôle des dépenses, date d'expiration. On va aussi discuter de la position de Donald Trump sur ce sujet. Ensuite, on va voir pourquoi et comment Bitcoin peut être une vraie solution et une vraie réponse à l'arrivée des monnaies numériques de banque centrale. Et enfin, nous verrons comment se protéger et quelles alternatives privilégier pour défendre vos libertés financières. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Alors, la question que vous vous posez probablement, c'est qu'est-ce que c'est une MNBC? Qu'est-ce que c'est une monnaie numérique de banque centrale? Eh bien, on va définir ce que c'est une MNBC. Déjà, les MNBC, c'est des versions entièrement numériques de la monnaie émise directement par la Banque centrale, comme la Banque centrale européenne avec un euro numérique ou la Réserve fédérale américaine, la Fed, avec un dollar numérique. Le contrôle de cette monnaie est totalement centralisé. Et d'ailleurs, il ne faut absolument pas confondre les MNBC avec des cryptos. On a vu certaines tentatives d'ailleurs, de notamment Christine Lagarde, la présidente de la BCE, de faire un petit peu passer les MNBC pour des cryptos, pour rendre ça un petit peu plus sexy et faire passer la pilule un peu plus facilement. Ne vous faites pas avoir, ce ne sont absolument pas des cryptos. En effet, ces MNBC sont totalement centralisées. Elles sont donc contrôlées par une entité centrale, la Banque centrale. Et cette dernière peut donc potentiellement surveiller et gérer toutes les transactions. Alors la promesse officielle de ces MNBC, c'est censé améliorer la vitesse et l'efficacité des paiements, réduire les coûts et mieux lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Alors sur le papier, ça peut paraître intéressant, mais en réalité, ce qui se cache derrière ces promesses, c'est la possibilité d'un contrôle total sur la manière dont vous dépensez votre argent. Je vais vous donner quelques petits chiffres pour vous rendre compte un petit peu de où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de monnaie numérique de banque centrale, en termes d'adoption. En fait, où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, on a déjà plus de 130 pays qui travaillent actuellement sur leur propre MNBC, ce qui représente quand même 98% du PIB mondial. On a 11 pays qui ont officiellement lancé une MNBC, comme la Chine, les Bahamas ou encore le Nigeria. Dans l'Union européenne aujourd'hui, la BCE teste l'euro numérique et souhaite le lancer d'ici 2027. Donc oui, c'est un sujet qui avance très vite et qui pourra très bientôt affecter notre quotidien. Je parlais de la Chine à l'instant, elle a d'ores et déjà lancé son yuan numérique qui est utilisé dans plusieurs villes. Et pour prendre l'exemple du Nigeria, on a le iNaira qui a officiellement été lancé. Alors, petite précision, le iNaira est globalement totalement rejeté par la population du Nigeria. Et au contraire, on a une population qui utilise énormément Bitcoin aujourd'hui. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces fameuses promesses officielles maintenant et de l'attrait pour les MNBC. Les gouvernements et les banquiers centraux mettent en avant plusieurs avantages supposés. Je le disais, réduire les coûts de transaction, moins de frais, des transferts plus rapides. 2. Lutter contre la criminalité financière. Grande traçabilité, facilité de détection de fraude et des évasions fiscales. On a aussi une inclusion financière qui va permettre à des populations non bancarisées d'accéder à des outils de paiement numérique. Et en termes d'innovation, ça permet de ne pas laisser le champ libre aux cryptos privés et aux stablecoins émises par les grandes entreprises, notamment américaines. Mais il faut aussi voir l'envers du décor. Cette même traçabilité peut se transformer en un instrument de surveillance, voire de censure, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors les dangers et les dérives potentielles de ces MNBC sont nombreux.
Déjà, la censure et le contrôle sur nos dépenses. Imaginons une société où le seul moyen de paiement est numérique et géré par la banque centrale. Le gouvernement peut décider de bloquer certains achats jugés mauvais pour la planète. Trop de viande ou trop de carburant. En gros, l'État peut, au nom de l'écologie, vous dire non. Non. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter cette entrecôte. Vous ne pouvez pas faire le plein pour aller à tel ou tel endroit. Il peut aussi geler ou restreindre vos avoirs si vous soutenez un mouvement politique qui lui déplaît. Il peut aussi limiter vos transactions ou imposer des taxes spécifiques et automatisées si vous n'entrez pas dans certains critères écologiques ou sociaux. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. L'État pourrait très bien dire, bon, étant donné que vous n'êtes pas considéré comme un bon citoyen, vous ne pouvez pas avoir accès à telle assurance. Vous ne pouvez pas payer ce billet d'avion pour aller en vacances. Comprenez un petit peu à quel point la situation est inquiétante et problématique. Et un deuxième sujet, c'est la date d'expiration de votre épargne. Bah oui, on a déjà plusieurs banquiers centraux qui ont évoqué la possibilité de programmer une date d'expiration sur l'argent numérique. Alors l'objectif officiel, c'est de forcer la consommation pour relancer l'économie. Mais la conséquence, c'est que votre épargne perd sa valeur si vous ne la dépensez pas avant une certaine date. Et là, c'est vraiment problématique, parce que votre propre argent, qui n'est normalement qu'à vous, que vous avez gagné grâce aux fruits de votre travail, eh bien vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez avec. Et en plus de ça, c'est assez marrant ce genre d'argument, quand aujourd'hui on nous parle de sobriété, quand on critique la société de consommation, mais qu'à l'inverse, on fait tout pour que la masse consomme le plus possible. Et puis, c'est un levier de contrôle extrêmement puissant. Vous perdez donc le choix d'épargner à long terme selon vos envies. La banque centrale peut dicter le rythme de vos dépenses et vous punir si vous ne jouez pas le jeu. En gros, c'est la porte ouverte à une forme de tyrannie monétaire. En plus de ça, c'est un outil de surveillance massif. Avec un euro ou un dollar numérique, chaque transaction est automatiquement enregistrée dans le grand livre de la banque centrale. Ils peuvent donc savoir où, quand, combien et pourquoi vous dépensez. Ils peuvent donc établir des profils de consommation alimentaire, transport, loisirs, politique, mais aussi associatif. Au final, cela permet un contrôle et une surveillance de tous les instants. On se dirige donc vers un système où la vie privée financière n'existe plus. Mais attention, il y a aussi des risques technologiques et une dépendance totale. En numérisant tout, on devient dépendant d'une infrastructure technologique centralisée. Si le système tombe en panne, plus personne ne peut rien acheter. En cas de cyberattaque d'un État ou d'un groupe de hackers malveillants, on pourrait se retrouver avec une économie totalement paralysée. Et à cause de ce monopole et sans alternative, on n'a absolument aucun recours s'il y a une défaillance ou si les fonds sont bloqués. Donc, vous le comprenez bien, la concentration du pouvoir et des données dans une seule et même entité centralisée accroît considérablement la fragilité du système. Alors, on va désormais parler de la position de Donald Trump sur ces monnaies numériques de banque centrale aux États-Unis. Vous l'avez peut-être lu ou entendu, Donald Trump a clairement affiché son hostilité au MNBC et a très simplement interdit à la Réserve fédérale américaine, la Fed, donc l'équivalent de la BCE pour les Américains, d'émettre une monnaie numérique de banque centrale, une CBDC. Pourquoi ? Eh bien, officiellement pour protéger la souveraineté monétaire et la liberté financière des citoyens. En s'opposant à la création d'une monnaie entièrement contrôlée par la Fed, il protège la souveraineté économique et financière de sa population. Son argument, c'est qu'il juge que c'est un danger pour la démocratie, car un gouvernement pourrait abuser de ce pouvoir pour surveiller et punir les opposants politiques ou imposer des politiques restrictives. Que l'on apprécie ou pas Donald Trump, il est indéniable que son refus d'accepter les MNBC envoie un message fort. La méfiance envers un État qui aurait la mainmise totale sur les transactions de ses citoyens. Alors certains estiment que cette opposition a contribué à ralentir la mise en place d'un dollar numérique officiel et ça peut très clairement être vu comme une bonne chose pour ceux qui défendent les libertés individuelles. Ce que un peu tout le monde devrait faire d'ailleurs. Alors maintenant, on va essayer de voir et de comprendre un petit peu pourquoi Bitcoin est sans doute la meilleure solution et la meilleure réponse à ces MNBC. Déjà, en termes de décentralisation, Bitcoin n'est pas contrôlé par un État ou une entreprise, le réseau est réparti sur des milliers de nœuds à travers le monde, ce qui rend la censure et la manipulation quasiment impossible. Au-delà de ça, on a une offre monétaire qui est limitée. Contrairement à une MNBC, l'offre de Bitcoin est plafonnée à 21 millions d'unités. On ne peut donc pas imprimer ou créer à volonté de nouveaux Bitcoins.
ce qui protège d'une inflation massive décidée par une banque centrale, comme c'est le cas aujourd'hui. On imprime à tout va de l'euro, mais aussi du dollar, ce qui crée de l'inflation et on a des monnaies qui se dévaluent. Au-delà de ça, Bitcoin a aussi une très bonne résistance à la censure. Tant que vous détenez vos clés privées, personne ne peut bloquer vos transactions ou confisquer vos fonds. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous incite à ne pas conserver à long terme vos cryptos sur des exchanges centralisés, type Binance, mais de les placer sur des hardware wallets décentralisés comme une clé Ledger ou des cartes Tangem. Avec ces outils-là, même si un État interdit les cryptos ou l'utilisation d'une plateforme centralisée comme Binance, BitGet ou autre, eh bien vous aurez toujours accès à vos cryptos. Et en plus de ça, ça vous protège aussi de défaillance de ces plateformes centralisées. Rappelez-vous ce qui s'était passé par exemple avec FTX. Si vous avez vos cryptos sur une plateforme centralisée et que celle-ci fait faillite, vous n'y aurez plus accès. Autre exemple, le Venezuela avait l'année dernière interdit l'utilisation des cryptos à sa population. Ceux qui avaient leurs cryptos sur des wallets décentralisés type Ledger n'étaient pas bloqués et pouvaient toujours utiliser leurs cryptos. Ce qui n'était pas le cas de ceux qui avaient leurs cryptos sur des exchanges centralisés. Et puis au-delà de ça, Bitcoin c'est aussi transparence et neutralité. Le protocole Bitcoin est open source et les règles sont connues de tous. Pas de secret, pas de mensonges, pas de corruption. Il n'y a pas de politiciens ou de banquiers centraux qui peuvent décider du jour au lendemain d'expirer votre solde en Bitcoin. Alors évidemment, Bitcoin n'est pas parfait pour tout le monde. Il y a effectivement de la volatilité, des défis d'évolutilité et la nécessité aussi d'éduquer les utilisateurs. Mais ça reste aujourd'hui le meilleur bouclier face à un système monétaire centralisé et potentiellement autoritaire. Alors au-delà de Bitcoin, quelles sont les différentes manières et les différentes alternatives pour se préparer et se protéger de ces monnaies numériques de banque centrale? Déjà, maintenir du cash peut être une bonne idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins du cash sous forme de billets et de pièces. Et ça peut être une bonne idée. Ça reste quand même le seul moyen de paiement anonyme, non traçable et immédiat. S'il disparaît, la mainmise sur nos transactions deviendra totale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BCE a arrêté de produire de la monnaie physique et fait tout pour que les gens arrêtent d'utiliser cette monnaie physique. Évidemment, un autre moyen de se protéger, ça va être de se former à l'économie, à l'histoire de la monnaie, mais aussi aux cryptos. L'autre chose à faire, forcément, c'est de diversifier son patrimoine. Ne gardez pas tout votre argent sur une seule devise, en l'occurrence l'euro, et surtout pas dans un seul endroit, pas dans une seule banque. Ça, c'est très important. Vous pouvez, certes, vous diversifier sur différentes devises, de l'euro, du dollar, de la roupie indienne, du yen japonais. Vous pouvez aussi acheter des actions, investir dans des ETF, dans des matières premières comme l'or ou l'argent, et évidemment donc dans des cryptos comme Bitcoin. Je vous invite aussi à sensibiliser votre entourage sur ces questions-là. C'est un sujet dont on n'entend pas du tout parler en France et en Europe, ou en tout cas pas suffisamment, et malheureusement ça peut permettre à la BCE de faire passer la pilule sans aucune difficulté, parce que les gens ne comprennent pas les réels enjeux et les réels dangers derrière ces monnaies numériques de banque centrale. Alors effectivement, en France on a un problème d'éducation financière, d'éducation économique, mais il est encore temps de se réveiller et de comprendre pourquoi il faut absolument lutter et éviter ça. Personnellement, j'étais très satisfait de la décision de Donald Trump d'interdire à la Fed d'émettre une monnaie numérique de banque centrale. On l'a vu plus tôt, mais c'est un vrai danger pour nos libertés individuelles. Pour conclure, les monnaies numériques de banque centrale représentent bien plus qu'un simple projet d'évolution monétaire. Elles englobent la vision d'une société où les transactions financières sont centralisées, surveillées et potentiellement censurables. Comme je le disais à l'instant, dans ce contexte, le fait que Donald Trump ait exprimé sa volonté d'interdire les MNBC peut être vu comme un signal fort. Et cela nous rappelle que l'on peut et qu'on doit se mobiliser pour préserver nos libertés individuelles et nos libertés économiques. Comme on l'a vu, Bitcoin offre une réelle alternative crédible, une monnaie décentralisée, résistante à la censure et qui ne peut pas être manipulée par un organisme central. Et c'est en partie pour cela qu'elle suscite aujourd'hui autant d'enthousiasme et d'intérêt. En somme, il ne faut pas sous-estimer la portée des MNBC, toujours garder un œil sur vos libertés financières et envisager des solutions de diversification et de résistance. Je vous invite désormais à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Comment vous vous préparez, vous, d'ores et déjà à l'arrivée de ces MNBC? Si le sujet vous a intéressé, je vous invite à liker cette vidéo et bien évidemment à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, c'était Alex pour Bambou Fine.